Vous êtes sur la Pan-African Media 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. Cette émission qui donne la parole aux jeunes pour apporter des éléments assez intéressants sur des thématiques intéressantes et qui concernent évidemment cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire une immersion sur une thématique assez large, assez philosophique. On parlera de cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Est-il possible de se mettre à la place de l'autre? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, toujours en lien avec cette forme de philosophie, on parlera du bonheur, mais surtout de l'isolation. Est-il aujourd'hui possible d'être heureux en décidant de s'isoler? Faut-il s'isoler pour trouver, en d'autres termes, le bonheur? Eh bien, des éléments, des réponses en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués. Il s'agit évidemment de Féloria. Vous êtes étudiante dans le domaine de l'informatique. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Merci. Plaisir partagé également, l'espère, pour Camille. Vous êtes étudiante en qualité, hygiène, environnement. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas reçu, Camille. En tout cas, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Régis. Et on termine également avec un habitué de Génération News, Edwin, juriste. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci, Régis. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. On parle de la première thématique avec cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Féloria, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps de cette première partie d'émission. Est-il facile de se mettre à la place de l'autre? On s'accroche à la thématique et la question, je te la pose, ma chère Féloria. C'est une belle thématique. Selon moi, oui, c'est possible d'un côté et non aussi, c'est pas possible d'un autre côté. Donc, je suis assez partagée. D'accord. Parce que se mettre à la place de l'autre, c'est ressentir ce qu'il ressent, c'est prendre sa situation et la mettre de notre côté. Un transfert des... Voilà, un transfert complètement d'émotions. C'est qui n'est pas aussi facile parce que c'est deux personnalités différentes, Ouais. deux manières de voir la vie différentes aussi. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, toi, en fait, c'est plus facile ou pas facile, s'il fallait que tu te prononces là-dessus, en fait? Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Oui, souvent j'ai du mal à me mettre à la place des autres parce que j'ai l'impression que les autres sont comme moi. Enfin, j'arrive pas vraiment à dissocier le fait que moi je suis moi et les autres qui sont pas. Donc, j'ai du mal. Pour moi, dès que je vois une situation, dès que je vois qu'une autre personne a une autre réaction que celle que moi j'aurais eue, je me pose un peu des questions. Donc, j'ai du mal là parce que je me dis, mais comment il arrive pas à réfléchir comme moi? Ouais. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon. On travaille et puis bon... Est-ce qu'il y a des situations, Camille, dans lesquelles facilement on peut, sans se chercher comme c'est le cas de Féloria qui hésite un petit peu à prendre position, ce qui est logique au passage, parce que cette thématique aussi renvoie un petit peu à ce duel-là sur le fait de se prononcer. Mais est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut facilement se mettre à la place de l'autre, selon toi, Camille? Merci pour la parole, Régis. Bon, moi, pour ma part, je dirais qu'il y a bel et bien des situations auxquelles on doit quand même se mettre à la place des autres, telles que lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un, forcément, il faut se mettre à la place de l'autre avant d'avoir le sentiment d'aider, en fait. D'accord. Parce que, deux fois, il y a des situations où on rencontre la personne, elle est peut-être encombrée ou encore coincée par rapport à une situation. Ouais, une mamie qui traverse la route avec beaucoup de sacs. Ouais. En quelque sorte, il faut avoir la compassion, en fait. Là, en fait, il faut avoir un cœur compatissant, autant pour moi, pour pouvoir aider, en fait. Et donc, du coup, il y a des situations qui importent quand même le fait de se mettre à la place de l'autre. Tout comme il y a des situations aussi, comme l'a dit Féloria, où franchement, tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre parce qu'il y a quand même de la manipulation qui rentre en jeu. Ouais. Dans le sens où il y a des gens, ils veulent juste leur propre bonheur et ils vont te manipuler. Toi, tu vas te mettre à la place, mais tu ne gagnes rien en retour. Donc, c'est un peu complexe. Beaucoup de situations, Edwin, elle a parlé d'un point assez intéressant, la manipulation. Comment on arrive à développer des aptitudes de quelqu'un de démagogue ou quelqu'un qui arrive facilement à mettre des fils pour être cette marionnette-là aussi. Comment on arrive, dans le fait de se mettre à la place de l'autre, à une manipulation? Mais on arrive à une manipulation, c'est justement parce que à force de se mettre à la place des autres, ça donne des idées à dos, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, comme elle l'a dit par exemple, une dame qui a des difficultés pour traverser la route,
ça peut donner des idées à une personne âgée, mais qui est peut-être mieux portante que cette dame-là, qui se dit, bon, si à chaque fois que Feloria voit une dame d'un certain âge entamer la traversée, elle vient à son secours, parce que moi aussi, je vais désormais adopter cette posture pour que Feloria me vienne en aide. On peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, à l'école, il y a des gens qui réellement comprennent pas ce qui se passe. Au niveau des travaux, les TD, comme on le dit très souvent. Donc, quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire? Par ruse ou par malice, il va se rapprocher de cette personne-là qui travaille bien, qui travaille mieux que voilà. Chercher à intégrer son groupe et là, pendant les travaux, se mettre à jouer sur ça. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas le sujet, il est difficile d'accès pour moi. Il va même faire semblant, c'est le dire récit, de participer aux travaux. Entre-temps, ce n'est pas le cas, juste parce qu'il veut bénéficier justement de la... Vous allez développer de la compassion pour lui. Voilà. Et derrière, lui gagne. Voilà, il va jouer sur cette compassion-là pour arriver à ses fins. Et ses fins, on le sait tous, c'est la nôtre. Voilà pourquoi, lorsqu'on était au lycée, il y avait certains enseignants qui, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils décelaient cela. Et ils disaient, je ne veux pas que telle personne soit dans le même groupe que telle personne. Ouais. Effectivement, c'est vrai que quand on parle de se mettre à la place des autres, c'est souvent difficile. Mais pourquoi on a l'impression, Feloria, tu me diras ce que tu en penses, que les personnes qui viennent souvent nous dire ça, c'est-à-dire, en fait, c'est une expression aujourd'hui où la personne te pose d'abord un problème, ensuite la personne t'invite à se mettre à sa place, et on a l'impression que derrière toi, tu dois devoir trouver des excuses pour un petit peu comprendre, parce que Camille parlait de compréhension et de compassion également, mais on a l'impression qu'en fait, c'est réellement une technique de manipulation, en fait, derrière. C'est compliqué parce que la personne, elle cherche à attiser on va dire, ton empathie envers elle. En mode, non, s'il te plaît, mets-toi à ma place. Si toi, tu devais faire ça, est-ce que tu devais... Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas Il faut vraiment faire attention à avoir un esprit de discernement. Connaître déjà la personne qui est en face de soi. Bon, tu connais la personne, tu sais que bon, celle-là, je te connais. Ouais, parce qu'en fait, là tout à l'heure, là, on devrait t'interrompre pour aller dans le même sens, Feloria, parce que les exemples qui ont été soulevés par Camille et par Edwin, c'est vraiment des exemples physiques, j'ai envie de dire, tu vois. Mais est-ce que se mettre à la place de l'autre, sur le plan sentimental, émotionnel, par exemple, est-ce que ça c'est réellement possible? Parce qu'en général, c'est ce que les gens nous disent. Mets-toi à ma place, dans le sens de comprendre mes émotions, essaye de les comprendre. Est-ce que c'est possible réellement? C'est possible. C'est vraiment possible, surtout lorsqu'une personne vit une situation difficile, où elle a besoin peut-être d'être épaulée. La seule manière pour apporter, on va dire, ta présence vraiment, il faut émotionnellement se mettre à sa place. Si j'étais elle, comment est-ce que moi j'aurais voulu que les autres me parlent? Comment est-ce que j'aurais voulu que les autres se comportent avec moi? Si j'ai perdu ma maman? Voilà, il y a plein. Donc, moi, je pense qu'émotionnellement, on peut essayer de comprendre l'autre. Mais est-ce qu'on peut se mettre à sa place complètement? C'est un peu compliqué. Restons dans ce cas, Edwin, dans l'exemple que Feloria vient de soulever, supposons, alors c'est pas vraiment l'exemple par excellence, mais il y a un décès et il y a une personne et toi tu viens, une personne va te dire, bah écoute, je comprends tes émotions, je me mets à ta place. Est-ce que ça réellement c'est possible? Est-ce que là tout de suite tu peux te mettre à la place de la personne, sachant que cette personne vient de perdre son père ou sa mère? Et c'est comme on l'a dit, tout dépend des situations, ou du moins des cadres. Le décès, quand même, la perte d'un proche, c'est pas quelque chose de facile. Donc là, effectivement, on peut comprendre ou on peut dire, sans se tromper, qu'on peut se mettre à la place de la personne. Parce que est-ce que réellement on se met à sa place ou on comprend les émotions? On comprend peut-être ce que la personne traverse, mais est-ce que réellement on se met à sa place? Oui, on se met à sa place d'une certaine manière. Parce qu'il faut dire que lorsqu'un proche perd quelqu'un, nous, c'est comme une forme d'interpellation aussi. Ça nous rappelle que finalement, dans la vie, on va tous finir par perdre des proches. Donc, il y a comme, je ne sais pas comment... Émotionnellement, est-ce que émotionnellement, tu peux te mettre à sa place sur l'instant T, où tu comprends les émotions que la personne est en train de traverser? Bon, peut-être se mettre à sa place, c'est trop dire. Mais je comprends ce que la personne traverse, ou du moins, je peux comprendre ce que la personne traverse, puisque ça va me plonger dans un état qui me rendra pas insensible quand même. D'accord.
Camille, c'est vrai que c'est assez compliqué. Est-ce que c'est plus facile de se mettre à la place de l'autre quand on est dans un cercle, on va dire, par exemple, amical ou familial? Est-ce que c'est plus facile de te mettre à la place de ta sœur, par exemple, pour comprendre ta sœur si elle traverse une situation difficile, ou ta copine? Est-ce que c'est plus facile d'accepter ce sacrifice-là? Bon, je dirais que c'est plus facile quand tu as déjà vécu la même situation. Ouais. Parce que aujourd'hui, l'autre peut vivre une situation que moi j'ai déjà vécue au préalable. Et là, carrément, je mets directement à sa place. Parce que j'ai déjà ressenti ça. Par exemple, j'ai déjà été harcelée pour une situation qu'elle vit en ce moment. Moi, automatiquement, je mets à sa place parce que moi, j'ai déjà vécu ça. Donc, je vais l'épauler, je vais la soutenir jusqu'au bout, en fait. Parce que je sais, en quelque sorte, ce que ça fait. Et qu'est-ce que ça développe chez nous, concrètement? Je veux dire, quand t'as, au-delà de la compassion, qu'est-ce que ça développe? Qu'est-ce que ça crée en toi, cette personne-là qui arrive à se mettre à la place de l'autre? À part la compassion. Ça développe plus, quand j'ai un cœur, bon, si on dit pas un cœur compatissant, ça développe plus une bonne personne. D'accord. De la bonne énergie que tu apportes à la personne, du soutien, ça te réjouit parce que tu es là pour cette personne comme tu aurais voulu qu'on soit là pour toi. Surtout si quand toi, c'était ton tour, tu n'es pas soutenu, tu avais besoin du soutien. Et que toi, tu peux en donner ou tu peux être là pour cette personne, ça te réjouit en fait. Et tu te dis en fait, je fais un bon geste, quoi. D'accord. Donc, voilà. De l'expérience. Tu n'as pas vécu la situation, mais en épaulant la personne, tu peux tirer de son expérience pour apprendre toi. Et si un jour tu te retrouves dans la même situation qu'elle et qu'il n'y a personne qui est en capacité de se mettre à ta place, tu sais automatiquement comment réagir parce que toi, tu as été là peut-être pour quelqu'un il y a longtemps. Est-ce que, Camille, cette capacité à se mettre à la place de l'autre dans le cercle familial, ça sert un peu de diplomatie? On arrive facilement à gérer des conflits au sein de la famille si on a cette facilité à se mettre à la place de l'autre? Oui, déjà, essayer de se mettre à la place de l'autre nous aide à avoir un environnement plus sain, nous aide à avoir des relations constructives dans le sens où ça facilite les choses parce que s'il y a personne pour se mettre à la place de l'autre, on va tourner en rond, en fait. Ça, c'est sûr. Il n'y aurait pas de solution, il n'y aurait pas d'arrangement. Mais quelque part, il doit quand même avoir une personne qui va se mettre à la place de l'autre. Souvent, dans les familles, c'est peut-être l'aîné ou c'est celles qui se sont plus responsables des autres qui va se mettre à la place de l'autre. C'est un gros sacrifice. Oui, c'est un gros sacrifice pour alléger la situation, pour que l'environnement soit plus sain, plus constructif, que les conversations ou les relations soient plus actives. Je sais pas comment dire ça, mais en quelque sorte, ça aide beaucoup. Donc, en bon fin de compte, quelque part. Il y a un aspect diplomatie. Surtout dans la famille, parce que la famille, c'est l'union. C'est une famille, c'est le sang. Ouais, exactement. Donc, tant qu'il n'y a pas de solution, on ne peut pas rester en conflit ou en guerre pour une quelconque situation. Donc, du coup, faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un pour faire ce sacrifice, en fait. Alors, on parle de se mettre à la place de l'autre. Avant de donner la parole à Edwin sur un tout autre aspect de la thématique, Féloria. Alors, je pense qu'on est tous tombés là-dessus, parce que Génération News aussi, c'est tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux également. Il y a eu cette polémique sur les réseaux sociaux, notamment avec une jeune influenceuse de nationalité combattaire au passage, mais en tout cas qui est très suivie sur les réseaux sociaux avec près de 2 millions d'abonnés. Cette affaire, c'est des photos assez intimes d'elle, malheureusement, qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et il y a eu tout un tollé là-dessus. Du coup, par rapport à cette thématique, est-ce que toi, tu as essayé de comprendre ce qu'elle vit aujourd'hui, parce qu'elle a totalement disparu des réseaux sociaux? Est-ce que tu comprends ce qu'elle vit? Est-ce que là, tu peux te mettre à la place de la dame, de la jeune dame? C'est compliqué. En tant que femme, comme elle, je peux comprendre que c'est une humiliation totale. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que la fille et moi, on n'a carrément pas la même manière peut-être de voir les choses et tout ça. La juger, ce serait quand même compliqué parce que... Mais malheureusement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on a l'impression que beaucoup de femmes jugent la jeune sans forcément se mettre à sa place, comprendre ce qu'elle traverse en ce moment, les situations difficiles. On ne peut pas juger l'autre, sachant que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Ça nous arrive de faire des choses qu'on n'aimerait même pas que quelqu'un sache. Mais imaginons que toi, la chose que tu caches pendant des années soit découverte à toi. Parce que les gens, ils se disent que je ne vais pas me mettre à sa place parce que je ne peux pas faire ce qu'elle a fait. Mais tu peux faire quelque chose de plus grave. Donc, si tu voles et elle qui a eu ces photos du vieux, c'est la même chose. Le jour qu'on va découvrir que tu as volé, ton image sera partout. On va te traiter de voleuse. Donc, vraiment,
Faut pas se dire que je ne mets même pas à sa place parce que ce qu'elle a fait, je ne peux pas. Mais tu peux faire quelque chose d'autre qui sera aussi beaucoup plus grave que ce qu'elle a fait. Se mettre à la place. Bon, je vais pas dire que moi, je me suis mise à sa place, mais j'ai pu comprendre ce qu'elle vit et c'est compliqué. Ouais, tu trouves qu'il y a un mauvais traitement de cette situation-là par rapport sur les réseaux sociaux, par rapport à la jeune influenceuse Camille? Oui, en fait, là, on part dans la politique de nul n'est parfait. En tant que femme, on doit être solidaire. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui envoient ou qui extrapolent la chose. Au contraire, on devrait plutôt la soutenir et, lui faire comprendre le bon sens des choses pour que prochainement, elle ne le refasse plus. C'est comme, à se le dire, Féloria. Deux fois, on fait des choses en cachette qu'on n'aimerait pas qu'on voit. Deux fois, des choses plus pires. Donc, ce qui lui arrive peut arriver aussi demain, même dans un autre contexte. Donc, du coup, vraiment, ça sert pas d'extrapoler la chose, mais plutôt, en fait, d'être solidaire entre femmes. Parce que la solidarité féminine, elle est très importante. Si entre nous-mêmes, on ne se protège pas, on est exposé déjà. Donc, du coup, on ne peut pas s'exposer. Moi, je préfère en fait qu'on se comprenne, qu'on soutienne. S'il faut blâmer en privé. Il faut blâmer en solo, faire comprendre à la personne que c'était pas normal. C'est pas d'autant plus que toi, tu ne peux pas faire ce genre de vidéo que tu dois la juger. Et puis au passage, elle était jeune déjà, donc jeune et sûrement dotée d'une forme d'inconscience au moment où elle réalisait ses contenus assez... À 14. Ça va peut-être amener un autre débat, je ne rentrerai pas dedans, mais je trouve, parce que son ami en question, il est aussi à blâmer, vu qu'il avait une copine. Mais bon, je ne vais pas créer une autre polémique, mais pourquoi dans cette affaire, il n'y a que la fille qu'on voit, il n'y a que la fille qu'on met, alors qu'il y a le gars qui est là. Il y a même la personne qui a publié les vidéos qu'on ne parle pas, mais on voit juste la fille. Personne n'a réussi à se mettre à sa place, visiblement, dans la situation. Parce que si on revient dans la situation, le mec a aussi tort parce que lui, c'est pas qu'il était venu pour laver son image, mais lui aussi, il était en relation. Voilà. Donc, il a eu à transer ça. Mais pourquoi on voit plus la femme? On va... Bien sûr, ça fera l'objet d'une autre thématique Génération News. Edwin, en sortant des réseaux sociaux et allant un petit peu dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, se mettre à la place de l'autre gagne sa place? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Sans risque, évidemment. Ça dépend, hein. Se mettre à la place de l'autre, c'est quoi? C'est comprendre ce qu'il subit en termes de pression. En termes de pression, en termes de promotion aussi, sans forcément que ça ne crée de jalousie. Supposons que toi et moi, nous soyons dans la même entreprise, tu as une promo. Est-ce que c'est plus facile pour moi de me mettre à ta place dans le sens de partager ce que tu ressens, ou bien derrière, ça peut créer d'autres émotions sombres? Malheureusement, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui a tendance à nous mettre en concurrence, en opposition. Donc, c'est, je dirais, assez difficile de comprendre que l'on soit ensemble dans un environnement et que l'autre puisse atteindre un certain grade. Pendant ce temps, moi, je suis, on va dire, en dessous. C'est souvent mal vu, alors que ça ne devrait pas être le cas. Parce que on sait tous que ça dépend de plusieurs critères. On ne travaille pas de la même façon. Notre rendu n'est pas le même au sein de l'entité à laquelle on appartient. Mais on a malheureusement, à cause de l'environnement professionnel ou amical ou familial, fait souvent en sorte que l'on ait cette concurrence-là. En fait, on peut faire croire que la relation est saine entre collègues, mais malheureusement, on se rend compte qu'effectivement, comme tu dis, dès qu'il y a nomination, dès qu'il y a avancement, il y a souvent ces choses-là qui ressortent, quoi. Oh oui, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? On est dans le même service, on accomplit les mêmes tâches, mais on ne sait pas s'il n'y a pas un point, peut-être on accomplit les mêmes tâches, certes, mais moi je suis peut-être absentéiste au boulot. Je viens à chaque fois en retard, mais pourtant on traite les mêmes dossiers. Donc il y a des éléments qui peuvent jouer qui malheureusement ne sont pas souvent pris en compte par la personne qui émet ce jugement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Féloria, de ce qu'on observe, est-ce que tu penses que la vie nous teste un petit peu dans notre environnement? Parce que quand on sort, on voit des gens qui sont dans des situations parfois défavorables, démunis. Il y a des gens qui sollicitent de l'aide à travers des pièces et autour des mendiants, pour faire court. Est-ce que, avec tout ce que tu observes aujourd'hui dans l'environnement, tu as l'impression que le monde nous teste aujourd'hui sur notre empathie, la compassion, cette capacité à se mettre à la place de l'autre? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on arrive facilement à le faire? Effectivement, on est testé chaque jour.
Mais moi, je trouve qu'on devient de plus en plus insensible. C'est-à-dire quand une chose est rare et qu'elle arrive, vu qu'elle est rare, tu as pas, il y a un sentiment nouveau qui naît et tu as cette facilité à donner. Mais quand quelque chose est là, chaque jour, tu vois, tu revois, il n'y a plus d'importance. Tu ne remarques même plus la chose et ton empathie disparaît. Et là, on va partir sur le cas des gens qui prennent du stress. Ouais, d'accord. Quand moi, je suis arrivée à Dakar, j'étais très sensible. C'est-à-dire les premiers mois, je donnais tout le temps. Et tu le faisais pourquoi? Parce que j'avais mal, en fait. Je me suis dit, tu mettais à la lui, il est là. Surtout moi, je suis arrivée en temps de fraîcheur. Là. Le bébé est là, il a froid. Il te demande la pièce, tu as mal. Mais moi, je dors, je suis dans le chaud et lui, il est au froid. Je me mets à sa place, il doit souffrir. Et donc, je prends ma pièce et je donne. Mais après, ça devient une routine. Et quand la routine s'installe, malheureusement, l'empathie disparaît parce que tu normalises la chose. Est-ce que les réseaux sociaux aussi concourent à faire disparaître ça? Parce qu'on a l'impression, Camille, que si je dois t'offrir quelque chose par compassion, faut que je filme. Automatiquement. Est-ce que ça aussi, ça concourt à faire disparaître cette empathie-là? Est-ce que c'est devenu aujourd'hui un moyen de fond, aujourd'hui, la compassion, pour beaucoup? Oui, pour beaucoup sur les réseaux, cela est devenu un moyen de fond parce que d'autres le font pour avoir des vues et derrière ça, ils auront encore plus. Parce que normalement, quand tu aides, tu n'es pas obligé de photographier la chose. Pour moi, personnellement, je ne vois pas filmer quand j'aide parce que je le fais avec mon cœur. Ouais. Pour rejoindre ce qu'elle venait de dire, la routine, en fait, chaque jour, du 1er au 30, tu as l'impression que c'est la même personne que tu vois. Par exemple, moi, depuis des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la même personne que je vois là. À un moment donné, ça m'intrigue. Je pose ma réflexion, mais je me dis, mais attends, si tu as la force de demander de l'argent, durant 3 ans, Ouais. tu es là, c'est que tu pouvais faire des épargnes, essayer de commercialiser quelque chose. Tu es une mère avec des enfants, essayer de vendre quelque chose pour pouvoir t'en sortir. Non, en tout cas, comme on dit, c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. On aura l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. On marque une courte pause. À tout de suite, les amis. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de l'isolement et du bonheur. Faut-il faire aujourd'hui un lien entre ces deux notions? Edwin, je me tourne vers toi. On parle de l'isolement et du bonheur. Est-ce que l'un entraîne forcément l'autre? Moi, je dirais non. On peut s'isoler et cela nous conduit à un certain bonheur. Tout comme on peut s'isoler et malheureusement, on n'y arrive pas ou on n'y accède pas. C'est cela. Il faut dire que tout dépend des situations. Qu'est-ce que j'entends par tout dépend des situations? C'est-à-dire, la personne qui décide de s'isoler sait pourquoi elle s'isole. Si elle s'isole, c'est peut-être parce qu'elle estime que l'environnement dans lequel elle évolue n'est pas favorable à son épanouissement, donc à son bonheur, raison pour laquelle elle s'isole. Tout comme elle peut se faire des mauvaises idées et décide de s'isoler parce qu'elle se dit que c'est en s'isolant qu'elle trouvera l'épanouissement, mais il n'en est pas toujours le cas. Est-ce que l'isolement, c'est comme une forme de thérapie, ma chère Féloria? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là, c'est-à-dire d'être, comme on dit souvent, dans sa zone de confort? On parle du jardin secret. Est-ce que ça t'arrive parfois de passer par ce processus-là? Enfin, moi, je l'ai eu cette année, en 2024. En année scolaire, j'avais mes amis et tout. Mais après, il y a beaucoup de trucs qui ne me correspondaient pas, où j'avais l'impression de trop forcer pour plaire à certaines personnes. Et lorsque j'ai pris mes vacances en juin, je me suis carrément isolée de mes amis. Ça veut dire que j'étais avec mes sœurs à la maison, mais j'avais plus d'amis. J'ai carrément essayé de couper court. J'avais des messages, vraiment, il n'y avait plus. Mes sorties, je les faisais toutes seules. J'allais à la plage, mais ça m'a fait un bien de fou. Ouais. C'est extraordinaire, mais le bonheur, il est peut-être pas sur une longue durée, mais pour la période d'été, de vacances, j'étais très heureuse, toute seule. Sans amis à qui expliquer, je vivais mes journées, je rentre chez moi. Je suis avec ma coloc, je discute un peu avec elle, je lui dis même pas tous mes détails. Mais là, dans ce moment, j'étais seule, en fait. J'étais isolée, mais de mes amis, et j'étais complètement heureuse. Non. C'est une étape importante, Camille, c'est-à-dire à un moment donné, le repli sur soi, se dire, OK, on a besoin de tomber amoureux d'abord de moi-même avant de pouvoir distribuer cet amour aux autres. Effectivement. Moi, personnellement, ça me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécu récemment. En fait, de fois, on a des difficultés dans nos relations
avec les amis. Il y avait trop d'histoires, il y avait tellement d'histoires, je n'en pouvais plus, j'étais encombrée. Donc, j'avais décidé de couper avec les réseaux, avec mon téléphone. Je l'avais mis de côté. Je suis restée sans téléphone pendant pratiquement 1 mois pour me reconcentrer sur moi, essayer de me chercher, trouver ma véritable voix, essayer de m'aimer en quelque sorte. Et ça m'a fait un bien de fou, comme elle venait de le dire. Ça m'a soulagée. J'ai passé plus de temps dans les livres, lire, faire des méditations. En fait, je n'avais pas de problème. J'ai évité les amis. Et depuis là, je m'attache à ça. Je ne veux plus d'amis, je ne veux plus d'attachement. Parce que Est-ce que c'est pas là le danger, Camille? Parce que tu es devenu associable comme limite. Ouais, est-ce que c'est pas là le danger? oui, c'est vrai qu'il y a une limite. Je suis là pour les gens qui m'aiment. Par exemple, mes frères, mes sœurs, les amis à distance. En fait, tu deviens sélectif. Quand il y a un souci, si il y a de quoi conseiller, de quoi aider, être une épaule, je le fais. Ouais. Mais je ne veux plus, en fait, parler de ma vie ou encore qu'on sache ce que je fais, ce que je veux. Je me contente de moi-même. Quand j'ai un souci, je m'adresse au Père Céleste et je suis dans mon coin. Je ne veux plus d'attachement, en fait. Même quand il y a des amis qui veulent vraiment créer quelque chose avec moi, je suis là dans mon coin, en fait. Je limite les choses parce que je me dis c'est mieux. On est dans une génération où, en fait, des fois, tu ne te fais pas comprendre. Surtout quand tu as ce cœur-là, t'aimes de tout ton cœur et tu donnes en entier dans n'importe quelle relation, tu souffres énormément. Parce que quand tu es hypersensible, toi, je peux me faire quelque chose de travers, un petit truc, mais moi, je prends en compte et je souffre énormément. Donc, l'abondance, ça fait très mal. Donc, du coup, je ne vais plus m'attacher pour être abandonnée parce que moi, j'aime pas en demi-mesure. Je donne à 100%. Donc, du coup, être seul aussi, ça fait du bien, ça te permet de te retrouver, de t'épanouir seul. C'est bien, en fait. Argument solide quand même de Camille. Elle se défend très bien. Mais je vais dire, le danger, je pense que Edwin, tu le soulignes et on a vu ta réaction. C'est le fait peut-être de l'envoyer vers une situation assez compliquée, notamment le fait d'être peut-être de devenir associable. Moi, ce que je voulais dire, là, ça me fait très peur ce que Camille vient de dire. Parce que là, je me dis, je ne peux pas l'inviter après l'émission, on ne peut pas partager un jeu, on ne peut pas poursuivre la discussion. Mais bon, c'est juste pour rire. Mais ce n'est pas le cas, Camille. Bon, elle a dit qu'elle devient très sélective. Maintenant, Non, mais j'aimerais faire partie de sa sélection. bon, d'accord. Apparemment, elle a des critères, donc elle va Tel étudier mon douce. va, d'accord. Bon, mais pour être un peu plus sérieux, moi, ce que je voulais dire, c'est que d'où part l'isolement, si pour comprendre cette thématique-là, en réalité, l'isolement, pour moi, part de l'incompréhension. De l'incompréhension de l'entourage. C'est-à-dire, lorsqu'on adopte une certaine posture, les gens ne nous comprennent pas souvent, ou ils ne comprennent pas vers où on veut aller. Et à ce moment, c'est très difficile que dans nos communications, on puisse plus ou moins se faire comprendre. Moi, je vais prendre un exemple simple qui est le mien. Je ne me suis pas isolé complètement comme elle, mais on peut dire que je suis isolé aujourd'hui parce que depuis que je suis rentré des vacances, on m'a presque pas vu dehors, c'est-à-dire dans des événements ou je ne sais pas trop, dans des sorties avec les autres. Mais pourquoi? J'ai eu des retours. Oh, tu nous fuis, tu veux plus être avec nous, tu as changé depuis que tu es revenu des vacances. Mais le souci, c'est que je me tue à faire comprendre à mon entourage ou du moins à mes amis que avant que je ne parte, j'ai acheté une pile comme ça de livres et je me suis rendu compte que ça n'avance pas. Mais comment faire comprendre à ces gens-là que j'ai besoin de lire? Parce que lire, pour moi, ça m'apporte un plus. Lire, pour moi, ça me permet de m'évader. Lire, pour moi, ça me permet, lorsque j'échange avec vous, de vous donner une autre façon de voir les choses. Parce qu'il faut le dire aussi, je suis très sollicité de mes proches lorsqu'il s'agit d'échanges. On veut toujours avoir mon point de vue. Mais ce point de vue-là, s'ils m'entendent ou s'ils tendent l'oreille à chaque fois qu'ils me sollicitent, c'est justement à cause de cette lecture-là. Mais comment faire comprendre cela aux gens, c'est souvent très difficile. Donc, je pense que le problème, c'est la compréhension. Il faut amener les uns et les autres à comprendre que si on se met en retrait ou si on a besoin d'un temps,
C'est pas parce qu'on est mauvais ou qu'on a quelque chose contre vous, donc, comme on dit. C'est juste que on a tous, autant que nous sommes, besoin d'un moment de repli. Donc, se replier vers soi-même pour se connaître ou pour s'intéresser à certaines choses. Rien à voir avec la méchanceté. Est-ce que au préalable, Feloria, va falloir d'abord identifier ta source de bonheur? Parce que j'ai vu que pour certains, vous avez été très précis dans ce bonheur fou, hein, que vous avez souligné, que ce soit Camille, Feloria ou Edwin. Est-ce qu'il faut d'abord l'identifier, ensuite partir dans ce monde-là qui vous appartient, donc dans l'isolement? Est-ce qu'il faut aussi, comme l'a souligné Edwin, expliquer aux autres pourquoi je dois devoir me retirer? Il y en a qui font souvent des posts sur les réseaux sociaux qui expliquent que je vais me retirer pour des raisons personnelles et tout ça, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi. Est-ce que ça aussi, il faut le faire ou pas? Bon, déjà, il faut trouver sa source de bonheur. Il y a des gens qui sont heureux en étant entourés. Tu vas pas aller t'isoler juste parce que tu entends les autres dire je vais m'isoler un moment. Non. Non, après, s'isoler, c'est pas le fait d'être seul. Monsieur. C'est peut-être, voilà, d'être avec... Tu peux être avec des gens, mais être isolé Voilà. de quelque chose. Moi, j'ai dit j'étais isolée de mes amis. Ouais. Mais j'étais entourée à la maison. Donc, trouver sa source de bonheur, c'est important. Comme lui, il dit qu'il aime lire. Ça lui procure du bonheur d'avoir la connaissance. Ouais. Donc, sur ce, il restreint certaines choses pour pouvoir se concentrer sur ça. Donc, il faut déjà trouver sa source de bonheur. Maintenant, l'autre question, c'est... La deuxième question, c'était justement, est-ce qu'il faut l'annoncer quand tu décides pour ne pas vexer... Ne pas vexer les autres, c'est important de parler, de discuter avec les autres, même si la majorité du temps, ils ne nous comprennent pas. Mais au moins, prends ce temps-là pour leur dire, je serai pas là. Dans la masse, il y a forcément une ou deux personnes qui te comprendront, même si tout le monde ne va pas le faire, c'est pas grave. Mais tant que toi, ça te procure du bien, c'est vrai que c'est un peu égoïste, mais pense d'abord à toi et vas-y, quoi, fais-le. Mais est-ce que quelque part, c'est pas ça? C'est pas l'égoïsme qu'on met en avant? Bah, non, mais c'est un régime. Mais je pense qu'est-ce qu'on a donné une mauvaise définition de l'égoïsme, en fait, je pense. Parce qu'on pensait à soi d'abord, pas forcément de l'égoïsme. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Si moi je vais être bonne avec les autres, il faut que je pense d'abord à moi. Si je suis heureuse, je pourrais mieux comprendre les autres. Mais si je suis malheureuse, moi j'aurais tendance à être aigrie avec les autres. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Et ils ont catégorisé l'égoïsme dans quelque chose de bizarre, quelqu'un qui pense qu'à son nom. On peut être égoïste et être une bonne personne. Parce que si je pense mieux à moi, je pourrais mieux penser aux autres. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Camille, c'est le cas aussi pour toi? Je veux dire, est-ce que les gens comprennent l'isolement de Camille? Est-ce qu'il y en a qui comprennent ou il y en a qui versent dans le jugement direct? Dans le jugement direct. Ouais. Et c'est quoi les retours? Quels sont les retours que t'as? T'as disparu comme ça, t'as rien dit, c'est pas sympa, on s'inquiétait, t'étais où? Voilà. Mais est-ce que t'étais vraiment heureuse dans cette période-là? Vraiment dans une béatitude parfaite? Vraiment sans souci, ça m'a aidé à voir les choses autrement, à m'aimer en fait. C'est comme elle a dit tout à l'heure, la priorité c'est moi-même. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est plutôt bien. Parce que nous sommes dans un monde où quand tu penses plus aux autres, on te fait plus de mal. Donc du coup, vaudrait mieux que tu t'aimes d'abord toi-même, comme ça les erreurs ou les comportements néfastes des autres ne vont pas t'atteindre en fait. Tant que tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, tu vas plus que souffrir. Et moi, je suis passée par là. Donc, du coup, fallait que je m'isole, fallait que je sois seule pour m'aimer d'abord, me combler moi-même, me chérir moi-même. Comme ça, au moins, j'ai l'impression que je suis revenue plus forte. Là, en fait, si on me fait quelque chose, comment gérer, je ne serais pas là en train de me morfondre ou pleurer ou dépresser pour des gens. Là, en fait, je sais maintenant faire la part des choses, en fait. Donc, faire la part des choses, est-ce que c'est facile de le faire en entreprise, Feloria? L'isolement en entreprise, moi j'aime bien toujours revenir sur l'entreprise parce que c'est aussi une partie de notre vie. On passe beaucoup de temps aussi au boulot et l'isolement, malheureusement, on a des profils comme ça. On a des collègues qui sont entre guillemets associables, qui ne veulent pas parler, qui sont dans leur petit monde. Est-ce que tout ça, c'est pas concours, j'ai envie de dire, au bien-être de l'entreprise et tout le reste, l'atmosphère, comme on dit? Compliqué. Par exemple, j'ai un cas pratique. Là, je suis dans une boîte et je pense que tu connais. Ouais. Et j'avais une collègue qui était comme moi, mais qui était carrément à l'ouest. Je ne sais pas comment expliquer. Non, ça veut dire, elle était... Lorsqu'on est ensemble, elle était toujours dans son coin. Mais le pire, c'est qu'elle ne le voyait pas bizarrement. Mais c'est nous qui... Perception... Voilà, pour elle, c'était normal. La personne, en fait, elle, pour elle, c'est normal. Mais les autres...
Lorsqu'elle n'est pas là, ils se demandent, mais toi, tu parles avec elle, pourquoi? Elle est toujours dans son coin, elle s'applique jamais, nanana. Et moi, je leur disais, les gars, il faut savoir que chacun de nous, il y a des gens qui sont très à l'aise avec les autres et il y a des gens qui sont très à l'aise à rester seuls. Ça veut dire qu'ils peuvent à un moment rester là, mais en fait, c'est comme si la solitude les appelait directement qu'il faut retourner à sa place. Donc, en entreprise, c'est pas facile, mais vraiment, les personnes qui aiment la solitude et qui aiment s'isoler doivent faire un effort quand même si c'est pas beaucoup, mais ils doivent faire un effort et se dire que là, je suis pas chez moi, je suis en entreprise, il faut que j'apprenne à discuter avec les autres pour mieux les connaître, pour qu'aussi eux, ils puissent capter que je ne suis pas une méchante personne, mais que juste c'est juste mon caractère et qu'ils doivent faire avec. Mais si je ne parle pas, ben les autres ne sauront jamais que c'est une carapace que j'ai et qu'au fond, je suis une bonne personne. Est-ce que, en termes sur le travail, le rendu du travail aussi, Edwin, vous êtes chef d'entreprise, une personne qui a tendance à s'isoler, est-ce que ça rassure dans le travail? Parce qu'en général, en entreprise, c'est un travail d'équipe. Mais justement, tu as la réponse à ta question. C'est-à-dire, l'entreprise, qu'on le veuille ou pas, c'est toute une organisation. C'est du plus petit au plus grand. C'est je sais pas moi, la technicienne de surface au grand patron. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne qui va s'isoler, aussi petite soit-elle, ou la tâche confiée à la personne, aussi petite soit-elle, cette tâche, ne va pas impacter. Mais non, si la technicienne de surface ne vient pas nettoyer un bureau le matin, ça crée quelque chose au niveau du travail. Parce que l'environnement n'est pas sain. Donc, on n'arrive pas à bien travailler, c'est contre-productif. Donc, il faut dire que chacun joue son rôle dans une organisation. Et si chacun joue son rôle, on doit prendre en compte la vie des uns et des autres. Comme j'aime le dire à des collègues en classe, lorsqu'on fait des travaux, il ne faut pas subir les travaux. Il faut participer, il faut dire quelque chose. Même si ce que vous dites n'est pas assez conséquent, mais ça peut apporter un plus, on ne sait jamais. Déclencher Voilà. idée. Donc, il ne faut pas se mettre dans la position de « oui, c'est Edwin, le grand lecteur, il connaît plus que moi » ou « c'est Régis » ou « c'est Féloria » ou « c'est Camille ». Non, il faut toujours participer. Et je voulais revenir sur un point par rapport à ce qu'ils ont développé. Mais oui, il faut le dire, c'est comme je dis, le problème, c'est la compréhension. Il faudrait que nous, on amène les uns et les autres à comprendre pourquoi on se retire, mais il faudrait aussi que les autres comprennent pourquoi on se retire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, autant que nous sommes, on va dire, nous avons des projections. Et ces projections-là nous emmènent malheureusement à adopter, ou heureusement à adopter certaines attitudes. Est-ce que ça veut dire, là, ne voulant t'interrompre, est-ce que ça veut dire que pour être heureux, il faut être seul? Pas qu'il faut être seul, mais à un moment, il y a un temps où on a besoin de se replier. Et en couple, est-ce que ça marche? Est-ce qu'en couple, tu as besoin d'être isolé pour se retrouver, comme vous dites, en fait Malheureusement, non. Le conjoint ou la conjointe ne va pas le comprendre. C'est la même chose avec l'entourage, en fait. On aura toujours du mal à comprendre pourquoi quelqu'un se retire ou se replie. Camille est en train de... Ah oui, ça sonnera toujours étrange, quel que soit le type de relation. Ça semblera toujours étrange parce qu'on ne comprend pas la personne. J'ai pris un exemple simple. Je peux prendre un autre exemple. Quelqu'un qui rédige une thèse. Mais la thèse, vous savez combien de fois c'est contraignant comme travail. Ouais. Mais cette personne-là est en couple, comme tu dis. Mais son conjoint ou sa conjointe ne comprendra pas cela. Il va se dire, mais oui, tiens, même si tu as du travail, mais tu t'éloignes un peu là de moi. Donc voilà, c'est très, très, très difficile d'emmener les autres à comprendre et de faire comprendre aux autres pourquoi on s'isole. C'est vrai, on a besoin d'être heureux. Vous, en fait, ça a servi de thérapie, hein, l'isolement, le fait d'être un peu seul avec, se retrouver avec des bouquins. Alors toi, c'était les petites sorties à la plage et tout le reste. Et bon, Camille, c'était naturellement la lecture et la mode aussi, de ce qu'on a vu. Parce qu'on a vu que Camille, tu t'es essayé à la mode, de ce qu'on voit sur tes réseaux sociaux. Bon, tant mieux si ça concourt aussi à ce bonheur personnel. Est-ce que dans la famille, Camille, l'isolement qui est parfois, ou tu me diras si c'est la même chose, on parle de timidité et de l'isolement, est-ce que pour toi c'est la même chose? Est-ce que dans la famille aussi,
il y a des situations comme ça dans ta famille. Est-ce que c'est toi, par exemple, qui est la plus timide ou celle qui aime bien s'isoler, ou bien il y a la petite sœur aussi qui aime bien cette thérapie-là? Oui, j'ai une cousine, Tessia, elle est vraiment dans son coin. Est-ce que c'est de la timidité ou bien c'est vraiment, comme vous l'avez souligné, son comportement? Elle est comme ça de nature. Il D'accord. y a des gens qui sont nés comme ça et il y a des gens qui ont peur d'être entourés. Donc pour eux, Ah, parce que c'est inné. Moi, je pensais que c'était quelque chose qu'on développait avec... il y a des gens qui ont développé ça à cause d'un certain vécu en fait. Ouais. Il est arrivé que tu puisses avoir un temps de repos sur ça. Mais il y a d'autres qui sont nés comme ça, qui sont comme ça de nature. Elles veulent être seules parce qu'elles se sentent mieux quand elles sont seules. Quand elles sont entourées, elles n'ont pas à dire. Elles ne sont pas trop enthousiastes. Donc, elles préfèrent se refermer à elles-mêmes. D'accord. Tout comme il y a dessus, en fait, par exemple, grâce à cause d'un vécu, des situations qui t'ont prise la tête, tu étais en dépression, tu n'en pouvais plus, tu pleurais. Et déjà, en fait, il y a un fait qu'il faut souligner. De nos jours, sur TikTok, c'est un réseau social où quand tu rentres, en fait, tu tombes que sur des posts qui vont à l'encontre de ta situation. Ouais. Enfin, Donc, plus t'es en dépression, tu fais que voir des trucs qui te disent « Ouais, on t'a abandonné, t'es seul, tes amis t'ont fait du mal. » Ça t'enfonce encore plus. Ouais, l'algorithme n'aide pas vraiment Oui, ça. Ouais. ça t'enfonce encore plus. C'est de là que moi, je me suis dit non, en fait. Non, mais en fait, tout ça, ça m'aide pas. Ou encore les jugements des gens et autres. Je me suis dit non, je dois vraiment me retirer de tout ça, du téléphone des gens, être seul, essayer de me ressourcer, en fait. C'était ma résolution. Mais même avant, quand j'avais des petits soucis, j'essayais d'être plutôt dans mon coin, en fait. Ça m'aidait quand même. Donc, ça dépend des contextes, en fait. Ça dépend des contextes. Et effectivement, s'isoler pour être heureux, c'est aussi une thérapie. Mais comme tu l'as dit, on peut s'isoler en étant toujours entouré. Il faut choisir son isolement. Et pour beaucoup, ici, c'est de la lecture. C'est le repli sur soi dans le sens d'apprendre à tomber amoureux ou amoureuse de soi. Les amis, c'est aller très vite. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Féloria, une personne à saluer vite fait avant de clore. Je salue ma mère, ma sœur, ma grand-mère, enfin mes tantes, mes oncles. Bisous. D'accord. Et lui, là? Je salue tous mes amis. Je ne suis pas isolé, je suis avec vous. Bon, effectivement, Camille, une personne à saluer. Je salue Noled et Jessie Kumba qui m'est très cher. Bon, alors, on salue évidemment tout le monde, les téléspectateurs de Média 1 TV Afrique. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi et d'ici là, excellente suite des programmes sur nos antennes.